Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Eh bien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La vie devant nous ce dimanche. Avec nos invités, on va vous donner envie de vivre votre âge, quel qu'il soit. Cette émission, elle est faite justement pour vous soyez enfants, parents, grands-parents, voire même arrière-grands-parents, on pense à eux. Et puis ici, on va parler justement d'histoires de vie, de témoignages, de conseils concrets pour mieux vivre ensemble à tous les âges de la vie. Alors aujourd'hui, on va parler justement de lien entre les générations. Quel rôle jouent aujourd'hui les grands-parents dans les familles modernes? À quoi sert un vieux? C'est un peu provoquant, mais c'est volontaire. Mais ça va être profondément philosophique et sociétal. Et puis, une autre question que beaucoup se posent au moment de la retraite, comment réinventer sa vie après le travail? Et on va parler du fameux pot de retraite. Est-ce que c'est une fête ou une anti-fête? Voilà, des sujets humains universels que on va aborder avec nos invités. Et si les grands-parents devenaient plus que jamais un pilier de la famille moderne? Sud Radio, la vie devant nous. Alors on reçoit Sophie Gaillet, fondatrice de Grand Mercredi, une plateforme dédiée aux liens entre générations. Alors c'est plutôt une plateforme pour les grands-parents et petits-enfants, enfin en tout cas pour qui s'occupent des petits-enfants. Bonjour Sophie Gaillet. Bonjour à tous. Oui, Grand Mercredi, c'est un média dédié aux grands-parents qui existe depuis 10 ans maintenant, qui est un média que les grands-parents reçoivent 3 fois par semaine dans leur boîte mail, gratuitement. Et on leur donne des conseils pour accompagner le rôle de leur vie. En tout cas, nous, on dit que c'est le rôle de leur vie, qui est d'être grands-parents, puisqu'on est grands-parents un tiers de sa vie, pratiquement. On devient grands-parents à 55 ans en moyenne, et on l'est au bout de sa vie, évidemment. Et donc, le rôle de Grand Mercredi, c'est d'accompagner pratiquement 1 million de grands-parents chaque mois. Il y a 18 millions et demi de grands-parents en France. Oui, donc c'est bien. Donc, 1 million, voilà, on a grandi en 10 ans, on va dire. Et ces grands-parents, on les accompagne avec cette newsletter, avec des réseaux sociaux, avec des livres. Voilà, c'est l'objet de Grand Mercredi. Alors, parce que vous pensiez en le créant que les grands-parents étaient un peu paumés en recevant. Alors c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de vacances. Les vacances scolaires, c'est 2 mois, juillet-août. Ensuite, vous avez 2 semaines quasiment tous les 2 mois. Donc c'est une fréquence soutenue et les parents aujourd'hui souvent se retournent vers les grands-parents. Exactement. Alors il y a 2 sujets à ça. On est un des pays en Europe à avoir le plus de jours de vacances et on a un des systèmes de garde en France les plus onéreux. Donc ça marche pas bien pour les parents qui travaillent au 5/5e. Donc évidemment on se tourne naturellement vers les grands-parents pour faire garder les petits-enfants. Et alors si on se parle de statistiques, il y a 22 jours de vacances par an entre les grands-parents et les petits-enfants. C'est énorme, mais on le comprend assez vite. Vous le disiez, les vacances reviennent fréquemment. En février, puis on est en Pâques, et puis très vite il y a les ponts, et puis très vite il y a l'été. Donc on compte naturellement sur les grands-parents qui sont devenus le 3e mode de garde en France de nos enfants. Et tout ça gratuitement, ce qui évidemment aide beaucoup les parents qui sont en totale confiance avec les grands-parents. Alors c'est vrai que y a de l'amour quand même, mais parfois, moi j'entends comme ça, je déjeune ou je dîne ou je prends un café, et je prête l'oreille avec des grands-parents qui disent bon, on a encore les enfants là. On est fatigué. Et puis en fait, on a l'impression qu'ils sont très heureux de les avoir en définitive. Comment vous avez le retour par rapport à votre média en fait, cette plateforme qui accompagne? En fait, on a un retour très fort depuis 10 ans puisqu'on a un courrier des lecteurs, des grands-parents qui nous écrivent, qui nous racontent. Il y a cette espèce de dualité qui est à la fois évidemment que les petits-enfants sont épuisants. Quand on a 5 petits-enfants qui débarquent à la maison, on va pas dire l'inverse, c'est épuisant, mais ça nous maintient dans une forme de jeunesse, de modernité, un maintien dans notre époque qui fait qu'on a une forme d'addiction à ces petits-enfants naturels parce que ça nous force à en être quelque part. Donc oui, on râle un peu. Je crois que les grands-parents râlent un peu. La réalité, c'est qu'ils sont quand même dans la majorité très heureux d'avoir leurs petits-enfants. Et ils les ont presque 9 heures par semaine, c'est énorme. On a 22 jours de vacances par an, et à ça on ajoute 9 heures par semaine. C'est marrant parce que c'est exactement le même chiffre, 10 heures par semaine pour les aidants. Bon bref. Et c'est un très bon parallèle avec l'émission de dimanche dernier d'ailleurs, puisque vous parliez des aidants dimanche dernier. Les grands-parents sont dans plus de la moitié des cas également un aidant familial, donc on est grands-parents
auprès de ses petits-enfants, 9 heures par semaine, et on est malheureusement un cas sur 2 aidant auprès d'un proche. On ne l'avait jamais imaginé. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve, qu'est-ce qui est le plus consulté dans votre média lorsqu'on va sur Grand Mercredi, c'est grandmercredi.com, c'est ça ? Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui est plus consulté ? Parce que j'ai vu, vous avez des recettes, des jeux pour les enfants, des sorties, etc. Alors chez nous, les recettes, les sorties, c'est évidemment un fond éditorial de Grand Mercredi. Mais ce qu'on vient donner comme conseil aux grands-parents, c'est comment trouver sa place auprès de ces petits-enfants adolescents qui commencent à qui on perd un peu le lien, comment jouer un rôle dès la naissance, comment s'entendre avec les belles-filles, avec qui parfois il peut y avoir... Donc on vient vraiment chercher à donner tous les conseils possibles à un grand-parent pour trouver sa place dans sa famille et pour jouer finalement un rôle dans l'harmonie familiale. Nous, c'est ça qu'on propose dans Grand Mercredi, c'est que tout le monde se sente bien à sa place dans sa famille. C'est gratuit ? C'est entièrement gratuit, ça le sera toujours. L'ambition, c'est de parler à tous les grands-parents en France. Il y en a 18,5 millions, donc on a encore un peu de travail. Mais l'idée, c'est qu'on reste gratuit et qu'on continue d'accompagner tous les grands-parents dans le rôle qu'on souhaite qu'ils puissent jouer auprès de leurs petits-enfants et de leur famille. Oui, parce que j'ai vu, il y a plein de recettes. Il y a plein de recettes sympathiques, recettes au sens large, animer, donner, transmettre, raconter des histoires. Là, la recette de mardi dernier, c'était comment organiser un stage détox en famille. Donc, comment est-ce qu'on fait pour embarquer les parents, les petits-enfants ados qui sont tous accros au téléphone portable. Bon, les grands-parents le sont tous autant. Je ris toujours en imaginant les 3 générations en stage détox. Mais voilà, ça a été un de nos sujets de la semaine dernière qui a cartonné, puisqu'en fait, ils attendent ça. Comment est-ce que tout à coup, j'organise un stage de 3 jours sans téléphone portable avec toute ma famille. Donc, c'est ce type d'astuce que vous allez retrouver chez Grand Mercredi. C'est génial. Écoutez, je pense que les vacances approchent, donc ça va donner beaucoup d'intérêt à nos, justement, grands-parents qui nous écoutent, et parents aussi. Merci Sophie Gaillet. Je rappelle que vous êtes fondatrice de votre site grand-mercredi.com. Merci beaucoup. Justement, cette question du regard porté sur l'âge va être au cœur de notre émission aujourd'hui, et c'est précisément le sujet de notre grand invité. Sud Radio, la vie devant nous. Et si notre société, justement, avait oublié que les personnes âgées apportent encore quelque chose au monde, alors on reçoit Bertrand Cantin, philosophe, docteur en philosophie et auteur de Philosophie de la vieillesse aux éditions Quimé. Moi, je suis ravi, c'est la première fois qu'on accueille en fait un philosophe qui traite en plus d'un livre sur la vieillesse. Donc, j'ai une première question, parce que vous avez un terme très provocateur. À quoi sert un vieux ? Pourquoi avoir choisi justement cette formulation ? Alors, c'est une des parties de mon livre. À quoi sert un vieux ? Évidemment, effectivement, c'est provocateur parce qu'on aurait tendance à dire on ne doit pas parler de quelqu'un de cette manière-là. Personne ne sert. On doit avoir une dignité, etc. Mais évidemment, derrière la question, il y a la remarque que les vieux sont des révélateurs des valeurs de notre société et des valeurs de toutes les sociétés du passé. Donc, c'est un très bon critère d'étudier la manière dont la vieillesse a été envisagée à différentes périodes. Donc il y a une partie de mon livre qui est historique. Il y a un travail sur les philosophes du passé, la manière dont ils ont parlé de la vieillesse, sur des sociétés... On parlait des aînés d'ailleurs. Voilà. Et alors on remarque d'abord qu'il y a une des nouvelles de mon livre, c'est de dire que c'était pas mieux avant. C'est-à-dire que l'agisme n'est pas une invention de notre époque, mais il y avait déjà de l'agisme, il y avait déjà des discours de déploration sur la vieillesse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que quelqu'un comme Platon, dans le début de la République, fait intervenir un vieux qui s'appelle Céphale, qui parle avec Socrate. Et en général, c'est plutôt Socrate qui est le vieux et qui discute avec un jeune homme. Là, c'est inversé. Socrate parle à un vieux, et Céphale lui raconte un petit peu comment sont les vieux. Et au début, on a un peu des descriptions qui ressemblent à des vieux ronchons d'aujourd'hui qui pourraient dire c'était mieux avant, on était plus heureux dans notre jeunesse, etc. Et donc c'est un premier discours que donne Céphale en disant je connais beaucoup de vieux qui disent ça, mais pas tous, et loin de là. Et là, le discours change. Et Platon est en train de fabriquer un discours dans cette histoire de la philosophie qui va créer un paradigme du vieux qui revendique que la vieillesse, ça a aussi son intérêt.
Et l'une des choses très importantes que dit Céphale, c'est qu'en fait, ces vieux barbons, souvent, le problème ne vient pas de la vieillesse pour eux, ça vient de leur caractère. Et très souvent, on confond les deux. Quelqu'un qui se plaint de la vieillesse, il faudrait lui demander est-ce que c'est de la vieillesse dont tu te plains ou est-ce que c'est pas quelque chose d'autre et qui est plutôt de l'ordre du caractère. Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que en fait on parle de Platon, on parle de la République, ça nous amène à des lectures assez anciennes et on sent qu'il y a une absence totale de réflexion philosophique. Peut-être avant votre livre, mais oui, voilà, on parle d'amour, on parle souvent de société, de jeunesse, de la déprime, du modernisme, de l'intelligence artificielle, mais absolument pas du vieillissement. Oui, alors il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a un côté empirique dans la vieillesse qui fait que un certain nombre de philosophes aiment bien avoir des objets plus abstraits à travailler. Moi, je travaille d'une manière que j'appelle un polythéisme méthodologique. Alors, c'est dimanche. Hein. C'est dimanche. Donc, rassurez-vous, ça n'est pas un polythéisme religieux. Donc, polythéisme, avoir plusieurs dieux. La plupart des gens qui travaillent sur un objet ont une seule discipline. Ils sont sociologues et ils travaillent sur la vieillesse, ou ils sont psychologues et ils travaillent sur la vieillesse, ou alors en tant que philosophe, on peut avoir une autre discipline. Alors peut-être juste avant la pause, je vais vous poser une question, et c'est une question qui va intéresser fortement nos auditeurs. Dans nos sociétés justement modernes, quelle place reste-t-il pour la sagesse, l'expérience ou la transmission ? On reste sur Sud Radio avec nous, on revient tout de suite et on parlera avec notre invité de cette question et puis du pot de retraite. Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. De retour sur Sud Radio, hein. Vous êtes dans la vie devant nous, l'émission justement qui casse les clichés sur les seniors. On est de retour avec Bertrand Cantin, philosophe, docteur en philosophie et auteur de Philosophie de la vieillesse aux éditions Quimé. Alors cette fameuse question qu'on s'est posée dans nos sociétés modernes, quelle place reste-t-il pour la sagesse, l'expérience ou la transmission ? Comment vous la traitez en fait dans votre livre ? Qu'est-ce que, en tant que philosophe, vous ressortez ? Alors, j'aurais tendance à dire que s'il y a une transmission à avoir, notamment en direction des jeunes, c'est de les rassurer, de leur dire n'ayez pas peur. Que vous avez peut-être l'impression que 20 ans serait le plus bel âge de la vie. Or, bien d'autres pollinisants ont dit que ce n'est pas du tout le cas, que ça peut être une grosse bêtise de penser cela. Et il y a beaucoup de choses très belles à vivre dans la suite de votre existence. Moi, j'aurais tendance à dire à mon âge, qui n'est pas si avancé, mais tout de même, je suis plus heureux que quand j'avais 20 ans. J'entendais l'autre jour sur l'émission Le Papotin, une émission, vous savez, où il y a il y a des personnes handicapées qui sont journalistes, handicapés psychiques, autistes, etc., et qui interviewaient Muriel Robin. Muriel Robin disait, à 70 ans, je suis beaucoup plus heureuse que je ne l'étais entre 20 ans et 50 ans. Donc cette idée que la jeunesse est quelque chose d'heureux et que notre vie va être une succession de pertes, d'échecs et ça sera de mal en pis, c'est quelque chose qu'il faut se retirer de notre imaginaire collectif. Et ça, c'est très important à transmettre. Non, c'est intéressant. Alors, vous expliquez aussi que vieillir peut aussi être une manière différente d'habiter le temps. C'est intéressant ça, parce que le temps n'est pas le même pour vous ? Alors, j'aime bien la formule de Georges Abraham qui parle de gérontonautes pour parler des vieux, en disant ce sont des voyageurs du temps. Ils voyagent pas dans l'espace, mais ce sont des voyageurs du temps. Et on a tendance à faire du vieux quelqu'un de fragile. Alors qu'en réalité, c'est un peu comme si on était sur un marathon et c'est ceux qui vont arriver le plus loin. Donc c'est les plus résistants en réalité, les vieux. Et on devrait être devant la vieillesse en se disant quelle force, aller si loin. Et donc on est devant quelque chose qui est une auscultation du temps plus longue que d'autres. Moi, alors j'ai une camarade, j'ai fait des études il y a une époque à jouer en Josas et j'ai une camarade qui à 20 ans a été fauchée par une voiture. Je pense qu'elle aurait aimé vivre
vivre plus longtemps et atteindre ce pays de la vieillesse que tout le monde n'atteint pas. On pense à elle. Et alors justement, le regard des autres, si on tire toujours ce même fil rouge, il a un rôle majeur, en tout cas, joue-t-il un rôle majeur dans la manière dont on vieillit, ce regard des autres ? Alors évidemment, quand on est dans une société, on tient compte des valeurs de la société dans laquelle on vit. Donc si on est dans une société où la performance est quelque chose de valorisé, il faut continuer un petit peu à l'être, à sa manière, à un âge avancé, mais on peut gagner en paix, en plénitude et se dire finalement je relâche un peu la pression, et c'est ce qui serait important, arriver à avoir cette capacité à relâcher la pression. Alors dans votre livre, j'ai eu l'impression que vous déconnectiez la partie physique, le vieillissement physique, la difficulté, son propre regard d'un vieillissement, d'une maturité en fait psychique. Alors je ne sais pas si c'est le bon terme ou... Voilà. Alors c'est là où je parle de ce polythéisme méthodologique. C'est que si on ne suit que la biologie, on voit un vieux corps qui a des difficultés et ça fait peur et on se dit c'est pas chouette d'être vieux. Mais si on suit une autre trame qui serait psychologique, à l'intérieur de la tête du vieux monsieur ou de la vieille dame, ça peut être la fête dans sa tête, parce qu'à 5 heures, il y a sa petite fille qui va venir au goûter, et on est dans ce qu'on appelle... Avec grand mercredi. Voilà, moi j'appelle ça l'empathie égocentrée, c'est-à-dire qu'on a de l'empathie, on essaie de se mettre à la place des gens, mais on le fait toujours à partir de notre propre manière d'être, et du coup, on se dit, si j'étais vieux et que j'avais du mal à marcher, que c'était lent, ça serait horrible la vie, mais en réalité, on le fait à partir de nos propres présupposés. Et la personne en question, intérieurement, elle vit beaucoup mieux certainement ce qu'elle a à vivre. Alors c'est bien pour ce dimanche, c'est très positif, parce que mais on l'entend assez peu quand même, ce regard philosophique. Est-ce que pour vous, notre société est en train d'évoluer rapidement sur ces sujets ou très lentement ? Parce qu'on a parlé de Platon, bon, c'est quand même assez vieux. Quel est votre... juste en... Alors, je lis pas dans le mar de café. Je peux pas vous dire ce que notre société est en train de devenir en tant que philosophe. Bon, j'ai un optimisme de fond qui me fait penser qu'il y a toujours de l'intelligence qui se dégage des choses, que nous, avec des médias de qualité comme celui de Sophie, on gagne en savoir. Un magazine comme le magazine Vieux est vraiment super. Ouais. C'est un super... Un petit clin d'œil à notre ami Antoine de Caunes. Donc il y a de bons signaux, il faut simplement que ces signaux soient relayés. Oui, alors peut-être en quelques phrases, votre message à celles et ceux qui nous écoutent et qui appréhendent le vieillissement. Alors d'abord, il peut y avoir des vieillissements difficiles. Il y a des vieillissements qui ne le sont pas ou qui le sont moins. De toute façon, ça fait partie de notre condition humaine, donc on va l'appréhender. Mais c'est tellement beau de vivre, la condition humaine est quelque chose de tellement unique que ce serait dommage de rater cet épisode. Merci beaucoup Bertrand Cantat pour votre réflexion philosophique. Je rappelle que vous êtes docteur en philosophie et que vous avez publié Philosophie de la vieillesse aux éditions qui courrait aller l'acheter pour le lire. Merci beaucoup. Et puis justement, lorsque le travail s'arrête, beaucoup se demandent comment écrire une nouvelle page. On va en parler tout de suite. Sud Radio, la vie devant nous. Et si le plus difficile après la retraite, justement, était finalement de retrouver sa place, on va parler du pot de départ. On reçoit Julien M, auteur justement de ce roman, Le pot de départ, qui nous a bien fait rire aux éditions Mazarine. Alors, pourquoi ce livre en fait ? Alors ce livre, il m'a été inspiré par mes parents qui ont fait un stage de préparation à la retraite. Moi, je savais même pas que ça existait. Ouais. Et souvent, on me dit, mais tu as inventé ça pour le roman, et pas du tout. Et quand ils m'ont annoncé qu'ils allaient se préparer pour la retraite, j'ai d'abord ri. J'ai dit, mais vous avez besoin de vous préparer à ne rien faire, à être en vacances sans arrêt. Et en fait, ils m'ont expliqué que non, et j'ai vu un peu le programme des stages de préparation à la retraite, et je me suis rendu compte que ça pouvait être un vrai traumatisme, un vrai bouleversement dans la vie des futurs retraités, parce que du jour au lendemain, personne ne remplit notre calendrier, le téléphone sonne moins, il y a plus d'emails, qu'est-ce qu'on fait du jour au lendemain ? Donc il y avait vraiment cette question-là. Et je me suis dit, ok,
ils ont raison en fait de vouloir se préparer pour réussir ce grand saut. Ouais. Alors c'est pas commun parce que le pot de départ, par contre, il est à la retraite, il est quasi obligatoire dans dans toutes les entreprises. Dans toutes les entreprises. On en a tous suivi. Alors c'est le discours du président, du directeur général, la femme du préfet. Enfin bon, bref, tout le monde y passe. Et c'est un côté très, en fait, très classique. Très classique. Et se pose la question, est-ce que à mon pot de départ, je vais dire mes 4 vérités? Toi, je te détestais. Toi, tu m'as pourri la vie mes derniers mois. Ou est-ce que on fait quelque chose de consensuel? Bon, vous avez me manqué, j'espère qu'on se reverra, alors qu'on se revoit pas, finalement. Et donc se pose vraiment la question. Et Jean-Michel, le héros du roman, se pose la question. Qu'est-ce que je vais dire à mon pot de départ? Est-ce que je dis vraiment ce que je pense? Ou je pars, comme tout le monde, en étant, neutre et indolore, et je rentre chez moi avec ma petite médaille, mon mug, mes boules de pétanque. C'est un peu ça la question. Ouais. Alors, justement, votre livre parle aussi beaucoup de solitude et de reconstruction. Est-ce que c'est un sujet central aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde où on vous reconnaît, qui est le monde dit des actifs, des utiles, à un monde qui est en fait le monde de l'inutile, de l'absent. Vous mettez vraiment le doigt sur quelque chose de vraiment important, parce que l'actif, c'est quoi le contraire de l'actif? C'est l'inactif, c'est le passif, celui qui sert à rien. Et on parlait du vieux, il sert à rien dans un monde capitaliste en fait, concrètement, parce qu'il ne produit plus, il ne travaille plus. Ce qui est faux. On l'a démontré d'ailleurs avec les grands-parents. Ce qui est faux, il est là, exactement. Il s'occupe des petits-enfants, il a un pouvoir d'achat qui est supérieur aux actifs aussi, 3% en termes de pouvoir d'achat, donc c'est important. Mais il y a quand même la question quand on est retraité, qui on est, c'est quoi notre identité, c'est quoi notre utilité, parce qu'on s'est défini avec un métier, on était avocat, on était boulanger, on était charcutier. Et du jour au lendemain, qui on est en fait? À part être un grand-père aimant, un pêcheur, quelqu'un qui va faire du bowling, je sais pas, mais se pose la question, qui je suis une fois que je ne travaille plus? Ouais, et justement, c'est d'où l'intérêt d'avoir ce stage de préparation à la retraite. Alors ça rappelle des stages aussi que certains faisaient lorsqu'ils se mariaient. Mais on se prépare à tout, sauf à la retraite. C'est quand même incroyable dans les vies. Parce que c'est un déni, c'est ce que dit notre philosophe. On se prépare à son mariage, on se prépare au bac, on se prépare au brevet, et on se prépare. En fait, depuis qu'on est enfant, on est préparé à avoir un métier. On doit être bon à l'école, on prépare un métier. Monsieur est philosophe, madame s'occupe des grands-parents. Qui on est une fois qu'on est retraité? Alors, justement, qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs retiennent après avoir refermé votre livre et bien rigolé? Déjà qui rit, ensuite qui se projette en se disant il faut que je prépare ma retraite, il faut que je la réussisse. Qu'est-ce que je vais faire des 20-30 ans qui me restent? Parce que généralement on arrive en bonne santé à 62-63 ans, 64, ça dépend les métiers qu'on a fait, mais j'espère pour tous nos auditeurs qui sont en bonne santé. Est-ce que je déménage? Est-ce que je continue avec ma femme, mon mari? Parce que se pose la question. Jean-Michel, il a l'impression que sa femme s'éloigne de lui, qu'elle va peut-être le larguer parce qu'il est plus haut niveau, il est un peu pantouflard, et par rapport à elle, il la trouve beaucoup plus belle que lui, et il se dit, mais dès qu'il la voit rire avec un autre homme, il dit, ça y est, elle va me quitter, et moi je vais finir ma vie seul, comme un vieux chien trop triste, quoi. Donc se posent toutes ces questions-là. Bon, on adore. On a très envie, en tout cas j'espère que les auditeurs vont avoir cette même envie de lire ce beau bouquin. En fait, on rigole beaucoup. Julien M, Le pot de départ, aux éditions Mazarine. Merci à nos invités, merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis dans La vie devant nous, chaque dimanche sur Sud Radio. Je vous laisse en compagnie de Christophe Debien pour La planète demain. Ça aussi, c'est important sur Sud Radio. Rendez-vous dimanche prochain, de midi à 12h30. Et puis pour ceux qui souhaitent réécouter en podcast, justement, l'émission La vie devant nous, ou en replay, c'est sur Sud Radio ou sudradio.fr. Bon dimanche, bon appétit, portez-vous bien. Sud Radio, la vie devant nous. Avec Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être.